Bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions de nous rejoindre pour ce webinaire co-organisé avec Géraldine et Erwan. Il nous semble important, compte tenu du contexte actuel, notamment inflationniste, de partager avec vous nos expertises et nos expériences terrain sur votre métier de la boulangerie-pâtisserie. Nous vous proposons d'aborder principalement 3 sujets aujourd'hui. Le contexte énergie et inflation, le parcours client et les ressources. Alors, au fur et à mesure du déroulé, vous pouvez poser librement vos questions via l'onglet questions situé à droite en bas de votre écran. Et on va planifier un temps de réponse à la fin de la présentation. Avant de commencer, je vous propose, Géraldine et Erwan, de vous présenter et on finira par moi. On peut commencer par toi, Géraldine. Mais évidemment. Merci François. Bonjour à tous. On est ravis de pouvoir échanger avec vous, même si on est un petit peu à distance, mais à travers les questions, donc n'hésitez pas à en poser. Donc moi, je suis Géraldine Porcher. J'ai fondé il y a 8 ans l'organisme de formation Mes Conseils. On est spécialisé en boulangerie-pâtisserie et particulièrement sur l'accompagnement des équipes de vente, le devant, le magasin, à travers différentes formations, conseils, audits sur l'univers de la vente, relations clients, merchandising. Et on aime bien en tout cas valoriser le métier de la vente et tout ce qui se passe sur le devant de votre entreprise. À toi, Erwan. Merci Géraldine. Bonjour à tous, je suis Erwan Guillou. Comme Géraldine, il y a une dizaine d'années, j'ai créé un organisme qui s'appelle Forme Solutions. Moi, j'accompagne plutôt dans la gestion et le pilotage de l'entreprise, donc des sujets qui sont bouillants un petit peu aujourd'hui avec le calcul des prix de revient, le suivi des marges, tout ce qui fait que l'entreprise est bénéficiaire en fin d'exercice. Avec mes acolytes, on va essayer de vous donner quelques infos, des choses assez précises sur les calculs de marge et comment intégrer l'inflation de l'énergie. Donc, on va revenir dessus très rapidement. À toi, François. Merci. Donc, moi, je suis François Beaucourt et je travaille pour Omenlog. On est un fournisseur de solutions SI pour votre métier qui va de l'encaissement en passant par la gestion, le pilotage de votre activité. En fait, tous les outils qui vont vous permettre à un moment d'avoir une colonne vertébrale informatique de vos informations au sein de votre entreprise. Ça fait 29 ans qu'on existe et qu'on sert votre métier et qu'on s'est spécialisé dans votre métier et vos problématiques. Il y a une nouvelle problématique qui arrive très rapidement, là, qui est la fin de l'impression des tickets de caisse, par exemple, qui était prévue au 1er avril et qui a été reculée. Eh bien voilà, nous on travaille pour vous coder tout ça et vous faciliter la vie au quotidien. C'est notre point commun à tous. Voilà. Ouais, c'est oui. Le métier. Alors, on va commencer par ce contexte, Erwan, qui est celui… Avant de parler prix de revient, parler d'énergie, je voudrais juste, on a fait un petit slide avec des infos qui ne représentent finalement personne, mais qui représentent tout le monde. C'est les chiffres moyens des boulangers en France en 2022. J'ai sorti 3 chiffres très importants. Le chiffre d'affaires moyen des boulangeries en France est à 420 000 euros. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde fait 420 000 euros, mais c'est la moyenne. Un nombre moyen de clients qui est à 300 clients par jour, donc quand même, et un panier moyen qui se situe aux alentours de 5 euros. Voilà, ce sont 3 données que vous devez connaître pour vos boulangeries, c'est-à-dire votre chiffre d'affaires, votre nombre de passages clients, votre ticket moyen. Ça, c'est des éléments qui sont pour moi très importants dans le suivi. On peut faire plein de choses, mais ça, c'est vraiment la base et vous allez comprendre rapidement pourquoi c'est important, puisque ce sont en fait tous les leviers de l'entreprise. Le chiffre d'affaires, c'est ce qui consolide l'activité. Le nombre de clients, c'est ce qui va générer votre chiffre d'affaires. Plus vous avez de clients, potentiellement, plus vous allez faire de chiffre d'affaires. Et le panier moyen, c'est un petit peu l'indicateur de performance. Géraldine peut-être reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est en faisant progresser un petit peu son panier moyen qu'on fait progresser son chiffre d'affaires. Vous avez sur le petit diapo les répartitions moyennes. Bon, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, 40% du chiffre d'affaires, c'est du pain, 20% la viennoiserie, 20% la pâtisserie et 15% le snacking. Ça ne représente pas forcément votre cas. Tous
tous ceux et celles qui sont connectés, mais voilà, ce sont des moyennes. Et le petit chiffre important, il est tout en bas à gauche. Alors j'ai fait exprès, je l'ai caché. C'est 280 jours d'ouverture. Il faut pas oublier, voilà, vous êtes tous quasiment ouverts 300 jours par an. Et si on prend un exemple de votre passage client, c'est-à-dire que vous avez 300 clients par jour et vous êtes ouvert 300 jours, et ben vous avez des actions que vous répétez 90 000 fois. 90 000 passages en caisse. Donc vous allez utiliser votre caisse 90 000 fois, vous allez dire 90 000 fois bonjour. Voilà, donc c'est des choses qui sont importantes. Et ça veut dire que si on augmente son panier moyen de 10 centimes, on va dire un croissant tous les 10 clients, c'est 9 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, je pense que c'est des actions, peu de gens l'ont en tête, parce que moi, quand je le donne à mes clients, en général, on me regarde en disant, bah oui, effectivement, voilà. Et je pense que c'est une donnée importante. Dites-vous que chaque action va être répétée des milliers de fois. Et donc, des petites économies ou une petite marge, et ben, fois 90 000, à la fin de l'année, bah, c'est une belle somme d'argent. Donc voilà, ça, ce sont des choses qui comptent forcément beaucoup. Ça marche aussi avec les petites erreurs du coup qui sont répétées et qui ont un impact 90 000 fois sur l'année. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça. Hein. Et puis bah voilà, on parlait de l'accueil, c'est ton métier, l'accueil client. C'est vrai qu'aujourd'hui, en améliorant un petit peu ses performances à la vente, eh ben ça a un impact immédiat sur le chiffre d'affaires et sur le résultat de l'entreprise. Donc ça, c'est des choses qui comptent beaucoup. Et puis ben le sujet d'actualité hors énergie, c'est le fameux calcul du prix de revient. Hein. Donc ça, c'est la question. Moi, elle est plus que quotidienne. Hein, c'est 10 fois par jour. Aujourd'hui, c'est prendre tous les éléments en compte, c'est-à-dire votre matière première qui augmente. Moi, j'insiste, hein, les vrais prix, vous les trouverez sur vos factures. Donc, soyez vigilants sur ce que vous négociez et ce qui vous est facturé. Ça me paraît quelque chose c'est la palissade, hein, c'est évident, mais c'est des choses qu'il faut aller chercher. Et puis ensuite, constituer votre prix, soit à partir de coefficients multiplicateurs que vous connaissez ou pas. Donc voilà, là aussi, il faut se questionner et prendre en compte tout ce qui pèse. Et aujourd'hui, les points importants, il y a la matière première, il y a les salaires et l'énergie pour ceux qui ont un renouvellement de contrat. Ça va être le cas de tout le monde dans les prochaines années, donc vous allez tous y passer. Donc attention à ces 3 points-là. Tout le monde augmente ses prix, c'est inévitable. Il faut le faire aussi de manière raisonnée et raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter sur un petit coup d'humeur, mettre 1 € sur tous ces produits comme ça pour le fun. Ça ne marche pas non plus, donc c'est un vrai travail, mais il faut vraiment s'y atteler. Donc, alors oui, ça c'est effectivement, comme tu dis, Arwan, c'est un vrai travail et c'est surtout énormément de data. Vous avez un nombre de passages en caisse extrêmement important, vous avez une gamme qui est très large, vous avez pour vendre cette gamme des matières premières qui sont importantes en nombre aussi, et avec des coûts différents et peut-être assez volatiles en ce moment, justement, au fur et à mesure des livraisons. J'ai pas payé ma crème le même prix que la fois d'avant, j'ai pas payé mes amandes le même prix que la fois d'avant, etc., etc., etc. Tout ça, pour analyser, il faut de la data et il faut pouvoir lire la data. Et donc, c'est important à un moment de pouvoir renseigner cette data quelque part ou la consolider quelque part pour pouvoir l'exploiter. Et c'est ce qu'on va dire tout au long de ce webinaire, c'est que il faut piloter plus que jamais l'entreprise, il faut piloter plus que jamais ses coûts, ses achats, ses bénéfices aussi, hein, ses marges. On va revenir sur la marge, Erwan plein de fois et Géraldine plein de fois tout au long de ce webinaire. Mais pour ça, il faut que je puisse dire ce que je fais chez moi. Et la seule solution, effectivement, c'est de pouvoir avoir les éléments dans votre système d'information, en fait. Et ça, souvent, vous avez les moyens de mettre ces éléments dans vos systèmes d'information, mais c'est pas essentiellement fait à chaque fois. Je vais quand même continuer à regarder mes factures de la veille pour savoir à quel prix j'ai acheté les éléments. Alors que si je réceptionne
et que je croise mes factures avec mes factures de livraison avec ma réception, ben voilà, je suis capable aujourd'hui de pouvoir automatiser les choses. C'est comme pour mes recettes, mes fiches Entre les recettes. fiches recettes. Exactement, mes fiches recettes, elles peuvent très bien être sur un papier, comme elles peuvent très bien être dans votre système d'information, ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez changer, avoir une augmentation sur une de vos matières, vous allez pouvoir ajuster le coût de revient de votre produit de manière assez automatisée. Et ça, c'est extrêmement important parce que compte tenu de la largeur de gamme d'un boulanger-pâtissier, imaginez pouvoir le faire à la main, c'est assez, voilà, c'est assez ambitieux en fait. Tout comme imaginer ne pas le faire, c'est assez Voilà. impossible. Enfin, Bah, non, C'était impossible. ce que là jusqu'à maintenant. C'était moi ce qu'on constate tous les trois et d'autres aussi dans le secteur, c'est que la boulangerie est un secteur où on n'a pas vraiment piloté les marges de manière précise historiquement. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Et aujourd'hui, les chefs d'entreprise boulangers, pâtissiers découvrent ce que font d'autres chefs d'entreprise depuis, je vais pas dire la nuit des temps, c'est peut-être pas gentil, mais c'est un peu ça. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il faut s'y atteler. Et comme tu le disais, François, on part d'assez loin parce que déjà, on parle de fiches recettes. Je suis pas sûr que tout le monde ait les recettes exactes de ce qu'ils font. C'est-à-dire que c'est fait de mémoire, ce que je comprends. Quand on est un professionnel, on n'a pas besoin de lire la recette de son gâteau, voilà, pour le faire. Sauf que pour calculer un prix de revient, il faut quand même savoir combien de grammes de farine on met, combien de grammes. Voilà. Et c'est vrai que tout ça, ça fait changer un petit peu le logiciel et il faut se remettre à zéro pour beaucoup de monde. Et c'est vrai que c'est très délicat. Et moi, ce que je dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Il faut passer sur des outils avec des données, des choses comme ça. Mais il y a peut-être une étape entre deux, pour ceux qui sont un peu loin techniquement et je dirais voilà au niveau organisation, c'est de partir sur les meilleures ventes. On va prendre dans sa caisse les meilleures ventes, on en dit allez, on fait 10 recettes, on calcule à la main ou avec des petits logiciels. Moi j'ai un petit tableur Excel extrêmement simple pour le faire, pour démarrer et se rendre compte que on prend la main et on pilote. Et après on évolue vers des solutions SI qu'on a, parce que très souvent, les systèmes de caisse sont déjà très performants et on a les infos. Mais c'est clairement l'action vers laquelle il faut aller. cette méthode des petits pas, on l'applique nous aussi. Par exemple, je fais le pont entre la fiche recette qui définit le coût de revient, qui devient une fiche argumentaire produit après pour les équipes en vente. Et très souvent, quand on n'en a pas, moi, je leur dis, c'est au moins un produit par jour. Ça prend pas beaucoup de temps, ça permet de rediscuter avec la prod. Peut-être ça permet de découvrir aussi quand on va déguster ce produit-là qu'il n'est plus fabriqué de la même manière. Et donc là, on s'interroge aussi sur la régularité du produit, sur l'information qu'on donne au client et la réalité quand il arrive chez lui et qu'il découpe le gâteau. Et c'est aussi voilà, armer ses équipes de vente au fur et à mesure. Et on peut effectivement, si on n'a jamais cette pratique, tout comme en prod ou en vente, se dire je commence par il faut bien que je commence par un bout, mais c'est pas inatteignable, mais ça prend un peu de temps effectivement. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est un travail au moins sur une année. Il n'y a pas de secret. On va pas Rome s'est pas fait en un jour et il faut un travail sur un an. Et j'en profite parce que c'est quelque chose qu'on dit souvent et les boulangers l'entendent pas. Et pour moi, une boulangerie, il y a deux entreprises en une. Il y a la boutique qui est une entreprise et le labo qui en est une autre. Et la situation d'aujourd'hui, elle oblige à améliorer grandement la qualité d'échange entre la boutique et le labo. On peut plus se passer les plats et les rôles, voilà, c'est plus possible. Voilà, il faut passer à autre chose. Et les boutiques qui évoluent le mieux ou le plus vite, c'est celles qui ont, je dirais, mieux coordonné les actions au labo et en boulangerie. Ça, je pense que là-dessus, on est d'accord. Et ça, c'est fait partie des choses aussi humainement qui sont à mettre en place dans les boutiques. Exactement, on parlera justement de l'optimisation, excuse-moi Géraldine, on parlera l'optimisation des ressources, effectivement, qui font partie des solutions pour contrer ces hausses de coûts qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de choses que vous maîtrisez chez vous, c'est votre organisation. C'est votre capacité peut-être de la revoir pour vous dire le temps que je passe à pointer certaines choses, je vais le rentrer en amont quelque part pour que ça se fasse automatiquement après. Tout ça, vous le maîtrisez. Encore une fois, c'est à votre disposition.
mais se battre contre la hausse de l'électricité, c'est un combat perdu à ce jour, même si ça doit être entendu, parce que c'est impactant pour l'entreprise, il n'y a pas de sujet sur ce point. Mais par contre, il y a plein de moyens d'aller faire des synergies de marge. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand j'arrive à piloter ma marge, j'ai commencé à pouvoir piloter mes ventes croisées, j'ai commencé à pouvoir piloter la production par rapport aux produits qui me rapportent de la marge. Et on en passera, on va passer, enfin, on parlera du parcours client. Où est-ce que je vais emmener mon client pour justement faire en sorte que le passage de mon client m'apporte de la marge. Et plus que jamais, aujourd'hui, il faut penser marge et pas essentiellement chiffre d'affaires. Il faut vraiment penser marge. Et bien pour ça, il faut avoir une vision de ce qu'on gagne par produit. Voilà. Il y a des produits à éliminer, des produits qui ont des marges trop faibles sont momentanément à sortir de vos gammes. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. S'il y a un produit avec une marge trop faible, le produit sort de votre vitrine momentanément parce que l'énergie est très chère, parce que la matière première est élevée, parce que ça prend beaucoup de temps à fabriquer, etc. Voilà, il y a des choses à vraiment retirer. Est-ce que tu penses que cette stratégie, il faut l'avoir momentanément ou il faut plutôt l'avoir dans le long terme en se disant je dois plutôt avoir peut-être moins de produits, avoir des produits avec de la rotation pour amener aussi de la nouveauté en boutique et sorte voilà, on a envie de parler d'un nouveau produit alors que quand on est sur une routine commercialement, c'est un peu plus labo. Et puis ça prend de la place, on verra sur le parcours client, c'est-à-dire que trop de produits, c'est aussi un moment en début de journée, il n'y a plus de place et puis à la fin, on a des linéaires qui sont trop grands et qui sont vides. Donc, à mon avis, ça a peut-être sens aussi d'avoir cette réflexion, plutôt de se dire, la crise, elle est ce qu'elle est, elle est pénible, elle est dure, elle est difficile à vivre et à faire vivre aux équipes. Maintenant, est-ce que je m'en sers comme finalement un nouvel mindset pour pouvoir mieux gérer, mieux piloter, comme on le répète depuis le début de mon entreprise, et pas que sur le momentané, mais sur ma vision lointaine. Non, mais c'est sûr qu'il y a des produits, c'est l'occasion aussi de faire une petite remise à zéro des gammes, des choix qui sont dictés par la marge, par aujourd'hui la pérennité de l'entreprise. Après, il y a des choix qui sont faits aussi pour de la logique de production, des choses qui sont plus rapides à produire, etc. Mais vraiment, il y a un travail de réflexion sur tout ça. Et moi, le dernier point, et après on va passer à l'énergie, moi j'appelle ça la sensibilité, c'est est-ce qu'on laisse assez de place à des produits qu'on vend beaucoup? Si vous vendez beaucoup de croissants, il faut peut-être laisser un peu plus de place aux croissants, ne plus faire une autre viennoiserie que vous vendez moins et accorder un bel effet de masse à un produit que vous savez fabriquer, que vous vendez bien et favoriser la marge tout simplement aussi par le volume. Donc voilà, il faut aussi faire des choix. Il n'y a pas que la marge. Moi, j'ai un côté gestionnaire un peu casse-pied, mais non, il y a aussi si je vends 1000 croissants tous les week-ends, faut faire de la place aux croissants, on est d'accord. Ça, c'est évident. Oui, après, ça n'empêche pas d'avoir une spécialité, quelque chose qui est marqueur un peu de votre identité, sur lequel il y a peut-être moins de marge, mais ça vous amène peut-être une notoriété grandissante, des gens qui viennent spécialement pour ça. On parle de vous et là, c'est OK, mais ça veut dire que dans ma boutique, ce produit-là, il est en écrin. Enfin, il doit avoir aussi sa place parce qu'il me permet d'asseoir une crédibilité, un savoir-faire, une valorisation de matières premières, par exemple, mais il ne peut pas être au milieu de tous ces autres produits. Il a peu de marge, en tout cas, dans la boutique, on va quand même le valoriser pour toutes ces autres parties. Ouais. Bon, je repars, on en reparlera sur le parcours client. Bien évidemment. Le sujet du moment, la crise de l'énergie. Alors, en fait, merci BFM TV et les chaînes d'infos qui en ont parlé pendant des semaines en boucle. Sauf que moi, qui suis confronté à des boulangers au quotidien, j'ai, on va dire, 3% de mes clients qui ont eu un changement de contrat. Les autres, ça va venir. Et en fait, c'est quelque chose qui est sur plusieurs années et qui est un petit phénomène qui va se prolonger comme ça. Donc, il faut surtout anticiper, c'est hyper important. Alors moi j'ai noté prendre en compte vos éléments parce qu'il y a beaucoup de choses aussi. Chaque boutique est différente, donc vous avez quelques boulangers qui ont des compteurs bleus. Alors un compteur bleu, c'est le compteur que vous avez chez vous, chez moi, ici, je suis à la maison. Voilà, c'est un compteur classique. Donc il y a quelques boulangers qui ont ce compteur. Donc quand on a un compteur bleu, on a ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. On est protégé par l'État.
avec une hausse qui a eu lieu en février de 15%. Alors, ça peut être un peu plus parce que tout le monde n'avait pas des contrats avec des protections. Donc, certains ont eu 20-25% d'augmentation. Mais des sommes, voilà, tout à fait acceptables par rapport à ce qui se passe à côté. Donc, ça, c'est quelques boulangers, il y en a peu, mais il y en a. Voilà, donc ça existe. Ensuite, il y a ceux qui ont des compteurs jaunes. Donc là, c'est le cas de quasiment tout le monde. Vous avez un renouvellement de contrat, c'est en cours. Vous avez eu vos devis, vous savez que voilà, vous allez payer tant d'euros par mois, etc. Vous envoyez votre comment dire attestation pour l'amortisseur à votre opérateur. Vous serez verrouillé à 280 € le kilowattheure. Jusqu'au 31 décembre 2023. Attention, l'amortisseur, pour l'instant, n'a été voté que pour cette année 2023. C'est-à-dire qu'en 2024, pour l'instant, personne ne peut vous dire ce qui va se passer. Donc, ça, c'est important. Pour vous donner, pour ceux qui n'ont pas changé de contrat, en général, les contrats étaient autour de 80 €, 90 € le kilowattheure. Avec le bouclier, on est à 280, c'est-à-dire que ça fait une facture x3. Voilà. Donc c'est 3 fois plus, hein, c'est pas une blague, hein, c'est 3 fois plus. Et aujourd'hui sur les contrats, comme il y a bouclier, je discutais avec un courtier tout à l'heure au téléphone, on est à 370 € le kilowattheure aujourd'hui dans les contrats. Donc quasiment x5. Donc voilà, ça c'est la réalité. Ensuite, vaut mieux acheter de l'énergie là, en été, quand il fait moins chaud, quand il y a moins de demandes. Plutôt qu'en plein hiver. Donc, si vous avez un contrat qui doit se renouveler en fin d'année 2023 ou en début d'année 2024, je vous conseille de commencer à vous pencher sur le sujet, contacter des opérateurs d'énergie, contacter des courtiers, estimer votre consommation, faire le point. Voilà, ça c'est les éléments vraiment importants aujourd'hui sur de la projection. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer d'estimer, vous allez essayer d'estimer votre facture. Ça, c'est le plus important. Combien je vais avoir de factures et comment ça se répercute. Je vous ai mis un petit exemple là sur le slide. Sur la boulangerie moyenne en France, là, qu'on a vu, qui fait 420 000 € de chiffre d'affaires, on va dire que cette boulangerie vend 5 400 produits par semaine et qu'elle fait en moyenne un chiffre d'affaires de 9 000 € par semaine. Si son ancienne facture d'électricité était à peu près à 1 200 € par mois, on avait un coût d'énergie sur chaque produit qui était de l'ordre de 5 centimes. C'est déjà une petite part, mais c'était acceptable. Si la facture est réévaluée, alors j'ai fait x4, hein, c'est entre x3 et x5, j'ai fait entre les deux, une moyenne, moi aussi. Vous passez à 22 centimes. C'est-à-dire que d'un coup, l'impact énergie, elle est en moyenne de 20 centimes par produit. Donc, imaginez sur une baguette, vous avez 20 centimes, 15 centimes en plus juste pour l'électricité. C'est-à-dire que vous avez quasiment obligation d'augmenter vos prix de 15 centimes. Parce que c'est même pas une marge, hein, c'est juste pour payer l'électricité. Ce que j'aime dans ce calcul, c'est que je pense que Géraldine trouve ça aussi sympa. Ça permet en fait de donner un élément clair à vos clients et à vos équipes. Si on vous dit que vous avez dorénavant 20 centimes d'électricité par produit, c'est facile à dire au client, le client va le comprendre. Un client ne va pas comprendre une facture de 13 000 € par mois d'électricité, ça ne parle à personne. Moi, ça ne me parle pas, je pense que ça parle à personne. Oui. Le prix d'une voiture tous les mois dans une facture d'électricité. Donc voilà. Donc ça, moi je vous conseille de simuler ce calcul et de voir un petit peu l'impact. C'est pas une méthode vraiment comptable, voilà, mais ça permet d'avoir une moyenne et une indication précise de l'impact d'énergie et surtout de à quelle somme vous allez passer. Et ça, c'est un guide aussi pour l'augmentation de vos prix, hein, tout simplement. Hein. C'est un outil important. Et puis après, le conseil va être de former vos équipes pour toutes les objections qui peuvent arriver sur ces augmentations de prix. Mais quand on a des éléments clairs à communiquer, je pense que Géraldine, c'est plus simple avec des éléments. En fait, ça fait peur aux équipes de vente parce que c'est les premières qui sont en front devant le client qui va manifester son mécontentement parce qu'une augmentation de tarifaire. Mais cette méthode-là, elle s'applique aussi à un produit qu'on arrête, à une fermeture, je ne sais pas. En fait, tout ce qui va un peu chambouler le quotidien du client va le rendre, il va être moins coopératif. Donc, ça veut dire que ça se prépare.
ça se prépare aussi avec vos équipes pour qu'elles puissent être le jour J, préparées à recevoir peut-être cette agressivité pour certains, ce mécontentement ou cet encouragement pour d'autres, parce qu'ils ont aussi envie que la boulangerie de leur quartier ou de leur village ou de leur ville, elle perdure. Donc, c'est vraiment toujours cette idée de je ne vais pas mettre mes équipes de vente directement devant le fait accompli et qu'elles se prennent toutes les remarques. On les prépare en avance, on fait une réunion, on donne du sens, on donne de la vision à ce qu'on fait. Et encore une fois, cette idée de ramener à quelque chose de un peu vulgarisé, ces 22 centimes par produit, on sait très bien que ce n'est pas les vrais chiffres, etc. Mais au moins, ça donne quelque chose. Et ce produit-là, si on le jette, si on le perd, si on ne le vend pas, si on le casse, il a déjà 22 centimes d'électricité. Donc, ça revient à quelque chose de très concret et c'est ce qu'on aime en tout cas pour familiariser les équipes de vente à ce style de problème rencontré. Merci Géraldine. Ouais, je termine juste un dernier élément important. Pour moi, j'ai des clients qui ont basculé sur des nouvelles factures depuis novembre et tous ceux qui ont mis en place une gestion un petit peu sérieuse de l'économie d'énergie ont eu des baisses de consommation entre 10 et 20%. Pour moi, il n'y avait pas d'économie, personne, on cherchait pas à économiser quoi que ce soit. Donc, il y a un vrai travail aussi sur l'économie d'énergie, notamment le four. Le four, si on le coupe 1 heure plus tôt ou on le coupe 1 heure en plus chaque jour, c'est 7 heures gagnées par semaine. Donc, c'est quasiment une journée toutes les semaines. Si vous travaillez 50 semaines, vous avez 50 journées d'électricité d'économiser. 50 journées, c'est 1 mois et demi. 1 mois et demi, c'est plus de 10% de la consommation. Donc, en coupant son four 1 heure plus tôt ou 1 heure différemment dans la journée sur une boulangerie, on peut économiser 10% d'énergie. Donc, on peut aller entre 10 et 20% d'économie et avec des factures à 50 000 €, 20% d'énergie, ça fait un billet de 10 000. Donc, en optimisant d'autant mieux ses cuissons du fait. Oui, voilà. C'est ça, le remplissage du four, les horaires, peut-être que la dernière cuisson à 18h30, on l'a fait qu'à 18h et on coupe à 18h au lieu de 18h30. C'est une demi-heure tous les jours, voilà. Le four, au lieu de l'allumer à 2h, on peut l'allumer peut-être à 2h30. Voilà, c'est des exemples de conso réels. Donc ça, c'est vrai, c'est vérifié chez quelques clients et on a les vrais retours là depuis quelques mois avec les factures. Bon, même si ça fait encore peur de passer de 4 000 à 13 000 € par mois. Là, j'ai un client à qui ça vient d'arriver. Bon, quand vous avez votre 13 000 € de facture EDF tous les mois, ça fait encore très peur. Voilà. Autre moyen d'optimisation, c'est penser client, penser parcours client. Ouais. C'est quelque chose d'essentiel, Géraldine. Oui, on a vu comment piloter la marge. Là, l'idée, c'est de passer maintenant à piloter sa vente, piloter sa performance commerciale. Le parcours client, il est assez intéressant. C'est de se dire qui est mon client, comment il se comporte dans ma boutique, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il sent et qu'est-ce qu'il entend pour pouvoir lui donner envie. Tu aimes bien rappeler, François, que la boulangerie, c'est un univers de gourmandise. On vient se faire plaisir. Exactement. Et votre client, il va passer par plusieurs chemins, il va arriver de différentes manières, il va consommer de différentes manières. Il y a toujours cette idée d'aller capter qui il est, comment il consomme, quelle est sa fréquence d'achat, ses horaires, aussi pour pouvoir vraiment piloter de manière très précise finalement son chiffre d'affaires, que ce soit le journalier, le week-end, etc. Donc, on a déjà parlé du ticket moyen. Là, c'est un petit exemple aussi qui est repris un peu sur les mêmes chiffres que l'infographie de tout à l'heure, où on retrouve cette répartition du pain, de la viennoiserie. On ne va pas le détailler, vous pourrez le retrouver. Mais vraiment, cette idée, c'est de se dire, ce client, il arrive le matin, qu'est-ce qu'il a envie de… Moi, j'aime bien rappeler juste cette petite technique de Mersch. Donc, c'est la règle de Kepner, qui est le bon produit au bon endroit, au bon moment, au bon prix, en bonne quantité, avec la bonne info. Peut-être juste retenir ce bon produit au bon endroit. Et là, c'est vraiment cette idée de mon client rentre, déjà avant de rentrer, comment ça se passe dans l'environnement de sa boutique, qui sont ses concurrents. Quand je suis fermée, où est-ce qu'il va ? Quand je suis en vacances, chez qui il va chercher son pain, ou même il vient chercher son pain chez moi, mais chez qui il va chercher sa pâtisserie ou son snacking. Et donc, s'intéresser aussi un peu à l'univers global et du quartier, de l'environnement. Permet aussi, quand on est en train de se dire les prix, de voir un petit peu aussi ce qui se pratique autour et de voir un peu si je suis connecté, déconnant ou au contraire très
trop bas. Donc, ça remet un petit peu ça. Et puis, quand il rentre, effectivement, la boutique, l'accueil, l'univers gourmand, il est là aussi bien à rappeler que ça fait aussi la différence dans les boulangeries, ce que l'on entend, ce que l'on voit et ce que l'on sent. Et donc, de vraiment aussi, moi, effectivement, c'est mon business premier, les équipes de vente, mais ils sont quand même les premiers à porter, à être ambassadeurs de votre marque. Donc, prenez soin, et on en verra après sur la partie ressources, mais de pouvoir exploiter aussi leur talent, leurs compétences et leur appétence à la vente. François, tu veux peut-être parler aussi de justement cette analyse de ce chiffre Oui, journalier bien sûr. et comment il peut aider à performer. Tout comme l'analyse et l'optimisation de votre marge, comment j'analyse mon client en fait. Comme tu le disais très bien, la boulangerie, c'est un endroit où on va vendre, la boulangerie-pâtisserie, où on vend du plaisir. Les gens viennent pour se faire plaisir. Et je pense que tous les professionnels qui nous écoutent le savent très bien, ils ont un savoir-faire qui donne du plaisir. Et à partir de là, quand mon client vient chez moi, il faut qu'il se fasse plaisir. Donc, le fait de rester dehors parce qu'il y a trop de queue, ça lui fait pas essentiellement plaisir quand il fait froid. Le fait que la queue est devant la vitrine parce qu'il y a encore une fois trop de queue, ça lui fait pas essentiellement plaisir parce qu'il n'arrive pas à voir les petites pâtisseries qu'il aimerait bien acheter pour se faire plaisir justement. Tous ces points-là, il faut les penser parce que quand les gens viennent chez vous, encore une fois, c'est pour se faire plaisir. Et quand les gens viennent chez vous, ils n'ont peut-être pas le temps de faire la queue, mais ils ont le temps de se faire plaisir. Et à partir de là, je dois optimiser mon flux client chez moi pour pouvoir faire en sorte que mon client prenne du plaisir. Et au-delà de l'optimiser, donc limiter la queue, donc il faut effectivement des systèmes qui permettent de valider des ventes rapidement, pour le coup, si on doit en revenir à l'informatique. J'ai surtout l'emmener là où je fais ma différence, là où moi, je vais être en capacité d'apporter un plaisir différent de mon voisin. Ça passe aussi, Géraldine, je pense que tu contrediras pas, ça passe aussi par les dégustations. Quand j'ai un produit que je sais faire mieux que les autres, surtout, je le mets en dégustation. Il faut mieux le mettre en dégustation pour que les gens le goûtent plutôt que de le jeter le soir parce que j'en ai cuit un peu trop. C'est évident. Et tous ces points-là, il faut y penser. Et ça va plus loin, c'est que je vais amener mon client à acheter plus. Et je vais générer des ventes additionnelles. Pour générer des ventes additionnelles, il y a deux solutions. Déjà que les produits qui puissent être achetés en plus ou en complément soient disponibles, beaux, appétants, etc. Dans votre vitrine. Que votre vendeur, vendeuse puisse à un moment avoir le bon réflexe de proposer le bon produit. Mais ça peut être aussi aidé par des systèmes, encore une fois, d'information qui vont vous permettre, en fonction des habitudes de vos clients ou des habitudes générales de vente sur un produit, de vous dire en général, quand je vends tel produit, ça s'appelle des ventes croisées, tout simplement, quand je vends tel produit, en général, à côté, je vends tel produit. Et quand je l'ai paramétré, il y a un moment, je peux effectivement automatiser des ventes additionnelles. C'est-à-dire que je peux dire à ma vendeuse ou à mon vendeur, via mon système, pense à proposer ce produit-là. Ça existe. Ça, vous avez très, très certainement peut-être cette ressource aussi à optimiser pour pouvoir générer de la vente additionnelle. Donc, il ne faut surtout pas, et cette vente additionnelle, elle doit être pensée en fonction de votre marge, encore une fois, ce qu'on disait au début du webinaire, c'est-à-dire que la vente additionnelle, elle doit être porteuse de marge en global. Il ne faut surtout pas que cette vente additionnelle vous fasse perdre de la marge in fine sur le produit qui aurait été vendu seul. Donc, d'où l'importance de bien piloter sa marge et ses prix de vente et sa gamme du fait. Et là, tu retrouves l'action sur le ticket moyen, c'est-à-dire que si ton client repart avec un produit ou deux produits et que tu le fais passer à 3, ton ticket moyen, il va prendre 15, 20 centimes. Et ce qu'on disait tout à l'heure, fois 90 000, c'est 15, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires qui sont apportés juste par une simple proposition ou une valorisation de vos produits. Et il y a un autre élément aussi que peu de boulangers prennent en compte. Moi, c'est ce que j'appelle la notion de valeur.
tu suggérais en disant je fais très bien un produit. On sait, enfin, je pense que les boulangers le savent, ils ont des produits où ils savent qu'ils ont une bonne recette et que les clients apprécient. Ben, il faut valoriser ces produits-là. Si vous savez que vous êtes meilleur que les autres, vous pouvez être dans les strates de prix les plus élevées. Pas forcément le plus cher, mais vous pouvez être sur une strate de prix plus importante. Et qui dit une strate de prix plus importante, dit forcément une meilleure marge. Oui, mais on n'oublie pas que du coup, si j'ai quelque chose qui m'identifie et sur lequel je vais mettre un prix plus élevé, il faut aussi que mon discours commercial, ma présentation du produit, elle soit impeccable. Hein. Encore une fois, il y a une question de valeur de prix. Exactement. Tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais il y a le prix de l'étiquette et puis il y a la valeur perçue. Et la valeur, elle ne se fait pas que sur la matière première de votre produit, elle se fait sur le process, mais c'est aussi voilà, comment est tenue la boutique. Quand je pose une question à l'équipe de vente, est-ce qu'on connaît ces produits? Et je reviens sur quand tu disais, Erwan, pousser le simple produit, c'est dur pour les équipes de vente en fait. Ça nous paraît, enfin moi je suis une vendeuse dans l'âme, donc je pourrais pas tout vendre, mais j'aime vendre. Par contre, c'est pas toujours facile. Donc c'est aussi ramener en tout cas, et là je presse un peu pour ma paroisse, mais c'est vraiment ramener sur le être vendeur, c'est être acteur, c'est être ambassadeur, c'est être développeur de chiffre d'affaires. Donc bien ramener cette notion-là. On est là pour vendre, on est commerçant. Alors, c'est pas à tout prix, on ne vend pas de la camelote, on vend des bons produits, mais par contre, on est vendeur. Donc, c'est ramener ça, donner des outils à vos équipes de vente. Quand à un moment, le produit il est décidé, et ça va vraiment pas du tout dans l'idée de maîtriser ces produits. Si le produit, il arrive un nouveau produit avec la grille et que c'est, tiens, vous avez ça à vendre aujourd'hui, c'est quand même pas se donner les meilleures chances de bien vendre et d'avoir l'adhésion de l'équipe de vente. Et on a parlé avec Erwan de cette idée de 2 entreprises. La boutique, elle a un fournisseur. Le fournisseur, il ne peut pas ramener toute la gamme qu'il veut. Et la vente, elle a un devoir aussi sur les produits qui arrivent en boutique. Donc, il faut vraiment lier tout ça pour se donner les meilleures chances. Et puis, plus le produit est maîtrisé, plus il est facile de vendre. D'ailleurs, souvent, moi, je dis, finalement, vous n'avez pas besoin de vendre. Il suffit juste de donner envie d'acheter. Et pour donner envie d'acheter, faut déjà être à l'aise avec le produit, probablement l'avoir goûté, savoir ce qu'il y a dedans, peut-être avoir été passé rapidement en prod pour aller questionner sur ce que c'est le kombava ou un nouveau, voilà, la fève de tonka, enfin des choses qui sont un peu moins dans l'univers commun des équipes de vente. Mais voilà, des outils, je pense que ça peut peut-être faire la transition sur la ressource, mais les ressources, vous en avez maintenant, est-ce qu'elles sont exploitées comme il se doit? Et c'est souvent ça qui pêche un petit peu. Hein. Ce n'est pas tant l'outil, c'est l'utilisation de l'outil. Hein. Exactement. C'est comme le parcours client, c'est aussi lié à votre fidélité client. C'est lié, on parle du client et pour pouvoir le guider, il faut que je le connaisse un minimum, mon client. Quels sont ses centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il a l'habitude d'acheter, qu'est-ce qu'il aime. En plus, on est dans un commerce qui a une capacité de connaissance du client qui est rare parce qu'on est réellement sur un commerce de proximité. Mais quand on parle de proximité, c'est d'extrême proximité. Et en général, on connaît la famille, on va connaître la grand-mère, on va connaître le petit-fils, etc. Et quelque part, si on arrive à analyser, parce que je ne peux pas connaître toutes les habitudes de tous mes clients, etc., ou je peux confondre, mais encore une fois, l'informatique est faite pour ça. Si vous arrivez à avoir les données pour pouvoir analyser l'ensemble de ces éléments, vous pouvez arriver à générer un discours auprès de vos vendeurs et des automatisations de vente additionnelles parce que vous savez que la personne a l'habitude en général d'acheter ce produit-là. Et ça passe par votre fidélité. Souvent, la plupart du temps, c'est pareil. C'est une ressource que vous avez à disposition. Est-ce que vous l'optimisez? Est-ce que vous l'utilisez à bon escient? Ou est-ce que vous mettez juste une carte de fidélité où vous connaissez ni votre client, ni qui est le porteur, et qu'au final, vous lui donnez de la marchandise? Et là, on en revient à ce qu'on disait au début de ce webinaire. Et donc, vous lui donnez de la marge. Sauf qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous avez besoin de marge. Voilà. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion autour de la fidélisation, la fidélité et tout ce qui va autour. Et juste une notion, parce qu'on l'a évoqué quand on préparait ce webinaire, moi j'ai retrouvé des chiffres il y a quelques temps là sur qu'est-ce que c'est un client fidèle. Et un client fidèle, en fait, il dépense 500 € dans la boutique à l'année. Donc c'est ce qu'on dit, c'est 2 passages par semaine sur un panier moyen à 5 €. Donc voilà, donc dites-vous que voilà, si vous allez chercher un client de la rue d'à côté ou de la boulangerie d'à côté ou du village d'à côté pour ceux qui sont en zone rurale, c'est rapidement, voilà, si le client devient fidèle, on a vite un développement de chiffre d'affaires qui existe sur ce travail-là.
Ouais, et puis quand tu vois, ça revient un petit peu aux 22 centimes sur l'électricité sur la baguette. Si tu perçois ton client aussi quand il rentre en se disant, bah, c'est un client qui potentiellement me rapporte 500 euros, voilà, je le considère plus pareil et peut-être que je vais faire un peu plus d'efforts quand il me demande On de peut changer la déconner. cuisson de ma baguette, voilà. Exactement. C'est clair. En ce qui concerne les ressources, pour le dernier point, parce que Ouais, le le temps temps file. avance, mais on aura bien l'occasion d'aller un peu plus loin dans le détail et dans des optimisations apportées en fonction de nos expériences. Il y a quelque chose vraiment à remettre en place, enfin à faire aujourd'hui, c'est d'inventorier ses ressources, comme font tout chef d'entreprise régulièrement. J'inventorie mes ressources. J'inventorie pas que mes produits, j'inventorie aussi mes ressources. Vos ressources, elles vont être humaines, elles vont être techniques, elles vont être des ressources de données, de savoir-faire, de produits, et vous allez aussi avoir des ressources environnementales. À partir du moment où j'ai inventorié mes ressources, je vais pouvoir les optimiser, les croiser et faire en sorte que je puisse créer une synergie avec l'ensemble de ces ressources. J'ai parlé de ma partie qui est la partie data. Ce qui est important de noter, c'est que vous ne trouverez jamais des solutions qui feront à votre place ou qui décideront à votre place. Et vous allez avoir une multitude de gens qui vont vous dire, ben moi j'ai la solution informatique, digitale ou autre, qui va vous permettre, voilà, qui va vous permettre l'outil miracle, qui va vous permettre de faire ça. Et demain, ben, vous n'avez qu'à installer ou acheter, prendre mon abonnement et vous verrez que ça va se faire tout seul. Je me permets de le dire aujourd'hui, ça n'existe pas. Et pourtant, je suis dans la partie. Et pourtant, je suis dans la partie. Ça n'existe pas. Par contre, des outils qui vont vous aider à prendre les bonnes décisions, des outils qui vont vous aider à voir ce qui se passe chez vous, à piloter ce qui se passe chez vous, etc., ça existe. Mais in fine, c'est toujours vous, chef d'entreprise, qui prendrez votre décision. Parce que c'est votre entreprise, c'est votre business model, et il n'y a que vous qui êtes en capacité de prendre la bonne décision. Et surtout pas un outil qui va vous prendre une décision pour vous. Ouais, pour être au cœur de beaucoup d'entreprises très différentes dans des milieux, que ce soit en rural, des gens qui ont des 3-4 boutiques, des gens qui ont des très grosses affaires. Chaque entreprise est unique et on le sait bien, nous trois là, on est présents sur des marchés, on le sait, chaque client a des ressources différentes et donc une analyse et des coûts qui sont différents. Quand on est propriétaire des murs, on n'a pas de loyer parce que les murs sont déjà payés, bah, c'est pas la même chose que celui qui vient d'acheter ou celui qui est locataire. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et moi, je reviens souvent à le projet. En fait, il y a un projet à l'ouverture. Quand on crée l'entreprise, on a un projet, on a une idée. Et puis ensuite, on est un peu envahi par les problèmes du quotidien. Et ça, je pense que les gens qui assistent au webinaire, ils le savent. Voilà, les problèmes de ressources humaines, les problèmes d'inflation, les problèmes, voilà, on les connaît tous. Ça nuit à une vision. Et j'essaye aussi aujourd'hui, je trouve, de remettre cette idée, dire quelle est, vous, chef d'entreprise, quelle est votre idée, votre projet, vers quoi vous voulez aller. Et voilà, ça, c'est important. Et justement, toutes les ressources, là, permettent d'aller vers un projet ou de se fixer une organisation. Donc ça, c'est important aussi. C'est exactement ça. Et encore une fois, en général, les ressources, vous les avez chez vous. Quand vous avez souscrit une gestion commerciale, enfin vous avez une gestion commerciale informatisée, quand vous avez un système d'encaissement informatisé, etc. En général, vous avez pas mal de ressources qui sont plus ou moins bien exploitées parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez vos habitudes, parce qu'on vous a pas formé ou vous avez oublié comment ça marche. Ben, je pense que c'est le moment ou jamais, effectivement, d'optimiser toutes ces ressources informatiques, de gestion de vos data, de qualification de vos données, pour les optimiser et de vous rapprocher de votre prestataire pour savoir encore mieux utiliser votre système informatique. Parce que la problématique qu'on peut rencontrer, c'est que je vais dupliquer des solutions parce que j'ai une problématique
un tel, et puis j'ai trouvé une solution qui existe sur le marché qui pourrait régler ma problématique, mais bien souvent, elle peut exister déjà dans ce que vous avez déjà acheté, en fait. L'idée, c'est de ne pas surinvestir dans des outils que vous avez peut-être déjà ou pour partie, mais refaites le point réellement de vos ressources. Voilà. C'est bien utiliser les outils. Et bon, après aussi, moi, je sais que voilà, par rapport à les calculs de prix de revient, etc., on sait que dans des systèmes de caisse ou d'autres logiciels qui existent, il y a des choses qui sont plus ou moins automatisées, mais c'est déjà destiné à des gens qui ont une vision pointue informatique de leur entreprise. Quand on part de loin, il faut essayer de se donner des étapes, et on peut faire des choses très simples pour démarrer avant d'intégrer voilà, des choses plus sophistiquées. Oui, tout à l'heure, on parlait du ticket moyen. Moi, je rencontre quand même encore beaucoup d'artisans à la question quel est votre ticket moyen, qui me disent entre 5 et 8. Bon, bah, en fait, tu ne le connais pas. C'est pas grave, enfin, c'est pas grave. C'est dommage, c'est pas grave parce que tu le connaissais pas jusqu'à maintenant. Maintenant, quand ton cahier des charges, c'est Géraldine, mes conseils, l'équipe pédagogique, il faut que mes équipes de vente vendent plus. Ben voilà, vendre plus de quoi, combien, on part d'où, on va vers où. Et donc, ça veut dire que cette data, comme disait François, vous l'avez dans la caisse. En tout cas, vous pouvez la voir. Il faut qu'elle sorte. Il ne faut pas qu'elle reste dans la bécane. Il faut qu'elle sorte pour vous. Et puis, il faut qu'elle sorte pour les équipes, en fait. Parce que moi, qui m'intéresse beaucoup aux ressources humaines, vos collaborateurs, ils ont aussi envie de savoir vers où on va. Ils ont… ne croyez pas que tout le monde se contente du minimum. Si on les anime, si on leur donne de la vision, si on donne du sens, si on fait des points réguliers, ils vont aussi voilà, avoir envie de faire progresser leur métier pour faire progresser leur entreprise. Mais pour ça, voilà, il faut un peu de structure. Et souvent, moi, j'aime à rappeler que le premier truc à faire, c'est de se poser, en fait. Juste de s'asseoir. Exactement. S'asseoir, prendre un peu de temps. Peut-être en mettre moins sur d'autres sujets. En tout cas, c'est sûr que vous n'en avez pas beaucoup, donc il faut l'optimiser, mais se poser, prendre des décisions et inclure aussi l'équipe parce que effectivement, il y a du turnover, il y a des difficultés de recrutement. Maintenant, si on reste comme ça, c'est sûr que ça ne va pas évoluer. Donc, se poser les bonnes questions, regarder un petit peu nos ressources internes et puis faire confiance aussi aux collaborateurs. Alors, pas à tous, mais quand même à certains, parce qu'ils ont aussi, eux, des richesses internes, des idées. Et donc, faire aussi ressortir un petit peu les idées et les bonnes énergies, ça vous fera grandir en tant que chef d'entreprise. Ouais, c'est une des clés. C'est clair, la confiance, c'est une des clés. Et après, moi, dans le côté gestionnaire un peu casse-pied du système, je dis toujours, voilà, un produit vendu, c'est du chiffre d'affaires, un produit qui n'est pas vendu, c'est de la perte. Alors après, je ne dis pas qu'il faut zéro perte, c'est pas du tout ça, mais un des dialogues à instaurer rapidement, justement, c'est entre la vente et la production sur qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on vend, les statistiques. Justement, François, tu disais, voilà, combien je vends de sandwich tous les midis, quand il fait beau, quand il fait pas beau, etc. Alors on se dit, ouais, c'est des détails. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme ça qu'on gère une entreprise en ayant des statistiques quotidiennes. Le lundi, c'est tant, le mardi, bah oui, les journées se ressemblent malgré tout. Donc, quand on a un peu d'historique, on sait qu'on vend plus tel jour, tel jour. Et il y a un travail de corrélation entre ces chiffres et le fonctionnement de l'entreprise. Et les ressources environnementales, elles sont aussi, j'ai une rue qui est en train d'être refaite à côté. Le midi potentiellement, je vais avoir du monde qui va venir m'acheter des sandwichs en fait. Et moi, ça m'avait marqué. On en a déjà parlé ensemble pendant la période Covid. On se retrouvait quand le boulanger était le seul à pouvoir vendre des sandwichs. On se retrouvait avec des rayons vides à 11 heures, quoi. Alors, on n'avait peut-être pas les ressources, on n'avait peut-être pas le personnel, etc. C'est un peu simple comme ça de faire cette analyse, je le concède. Mais il y a un moment, c'est des ventes de perdus. C'est clairement des ventes de perdus, c'est du chiffre de perdu. Et encore une fois, la marge, c'est de la marge de perdu. C'est de la masse de marge de perdu. Et ça, c'est extrêmement important de tenir compte de son environnement, de ce qui se passe autour de ma boutique. Vous savez souvent quand votre concurrent ferme, mais est-ce que vous avez une autre entreprise qui va venir s'installer à côté, quelle va être son activité, etc. Et la partie snacking en boulangerie, c'est quand même pas nouveau, ça prend une ampleur extrêmement importante, hein. Le premier vendeur de sandwich en France, c'est pas McDo, c'est le boulanger pâtissier.
C'est que le vendeur tient la route. Voilà, c'est ça. Et donc là, la gamme snacking, bah voilà, elle doit être adaptée aussi à mon environnement. Et donc c'est Et moi, je vraiment rajoute, faire l'inventaire de ses ressources, et je pense que ça peut vraiment aider, quoi. je rajouterais un truc, moi, sur l'environnement, qui est souvent, enfin, je dirais une croyance ou un préjugé sur les chaînes, hein, les chaînes qui s'installent, parce qu'aujourd'hui, la boulangerie, c'est un marché très concurrentiel. Voilà, on connaît tous, hein, les enseignes Feuillette, Marie Blachère, etc., etc., etc. Je prends l'exemple de Feuillette, qui pour moi est l'exemple un petit peu à surveiller, parce que ils travaillent très bien, ils ont une offre qui est voilà, très qualitative, je trouve, mais qui n'est pas chère. Et ça, je tiens à le rappeler. Allez voir les prix, amis, artisans, boulangers. Allez voir les prix chez Feuillette. Vous allez tomber à la renverse. Les tartes citron, elles sont à 3,70 €. Hein. Je pense que là, dans notre auditoire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boulangers à vendre des tartes citron à 3,70 €. Donc, l'environnement, moi, c'est aussi ça, c'est aller un petit peu plus loin que les deux boulangeries d'à côté. Les gens aujourd'hui circulent et connaissent les prix. Hein. C'est important. Et puis même le concurrent, c'est pas toujours l'autre boulanger en fait. Hein. C'est la restauration rapide, c'est le libre, le supérette qui fait un salade bar. Enfin, on voit aussi hein, le pizzaiolo. Quand le mardi, le pizzaiolo, il prend son jour de congé, bah, vous allez vendre plus de sandwichs. C'est évident. Les gens mangent tous les jours. Ouais. Donc, le mardi, tu fais plus de pizza. Tu fais de la pizza mardi. Faire plus de pizza, exactement. Mais moi, les jours de fermeture des concurrents, c'est des jours commercialement, mais il faut faut mettre les meilleures vendeuses, vendeurs, il faut surexploiter la convivialité commerciale parce que aller choper des clients, parce que c'est un tout petit peu plus loin, mais déjà un super accueil, on m'a bien expliqué, c'est bien mis en place. Au fur et à mesure des mardis, ça va devenir, finalement, vous allez devenir la boulangerie préférée de votre client. Donc, ça devient… 500 € le client. Et on pense aux 500 €, on le voit avec arriver comme ça. Les petits dollars. Non, mais c'est tout ça, il y a une somme de choses. Hein. On sait bien qu'on est en train de parler d'énormément de choses. On reviendra, je pense, à d'autres moments sur toutes ces choses-là en détail, mais il y a vraiment beaucoup de choses, clairement. En fait, il y a plein de points à optimiser pour générer de la marge. Sans investissement dingue. Sans surinvestir par rapport à ce que la plupart des boulangers en France, pâtissiers en France, ont déjà chez eux et ont déjà payé. C'est ça qui est extrêmement… Enfin voilà, c'est ce qu'on souhaitait dire aujourd'hui tous les trois, parce qu'on entend beaucoup de nos clients qui sont un peu voilà, dans l'expectative, qui subissent effectivement cette hausse des matières, de l'énergie, cette volatilité, difficile de se projeter. Ben ouais, donc ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à vous donner les moyens, à vous aider à bien compter rapidement, parce que du temps, vous n'en avez pas. Donc il faut vous mettre à disposition ces données, il faut vous mettre à disposition les bons réflexes en termes de ratio ou autre, comme Erwan, voilà, c'est très bien le faire. Et puis il faut orienter les gens vers le bon produit en magasin. Il y a toujours des produits qu'il faut mieux vendre que d'autres. Et ça, c'est le cas pour toute entreprise. Voilà. Par contre, c'est intéressant d'avoir le produit peut-être qui est un peu moins margé parce que c'est un complément de gamme, etc. Mais je vais peut-être pas essentiellement le mettre en avant. Voilà. On peut pas se battre sur dire on va avoir 75 ou 80% de marge sur tous les produits. C'est pas ça. C'est moi ce que je surveille, c'est la casse sur ce que j'appelle les produits complexes. Les produits où on n'a pas les sandwichs, les entremets, où il y a beaucoup de matières premières, où il y a du temps passé, etc. Quand on casse des sandwichs tous les jours, je vais pas dire que ça m'énerve, mais si, ça m'énerve. Parce qu'il y a du temps passé, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on gâche. Et ça, on a les outils quand même pour faire mieux. On peut faire du sandwich minute à arriver à une certaine heure. Quand on sait que ça devient, je dis n'importe quoi, à partir de 13h30, ça devient compliqué. Et ben, on s'arrange pour être à 0 à 13h30 et après, on fait que du sandwich minute. Voilà, c'est pas grave, mais au moins il n'y a pas de casse et toutes ces choses-là. Donc ça c'est des choses qui sont importantes, de surveiller. Et il n'y a pas que la marge brute comme ça qui compte. Dans le
discours commercial, on sait aussi que c'est ce sandwich-là qu'il faut vendre avant l'autre, cette pizza parce qu'elle ne va pas repasser. Enfin, il y a aussi vraiment connaître les DLUO des produits aussi, hein, pour réorienter. Ah bah, vous aimez le poulet, là j'ai le poulet crudité qui vient d'arriver. Ok. Et pour ça, il faut avoir une lecture fine quand même de son activité. C'est difficile de prendre ce type de décision si je sais que je vends simplement plus de sandwichs le mardi en général que le lundi. Ça suffit pas. C'est je les vends plus, à quelle heure, pour quel type de client. Même des valeurs. Aujourd'hui, tu as sur les caisses des volumes de vente à l'heure. Quand on parle de cuire du pain, moi, ça me dérange pas de casser de la baguette tradition en fin de journée parce que chez le boulanger, on doit avoir du pain jusqu'à la fermeture. Donc, c'est logique d'avoir du pain en trop le soir. Mais quand on sait qu'on vend, je dis n'importe quoi, 100 baguettes de 6h à 7h, on doit avoir 100 baguettes à 6h. Ou en cours. Et on sait qu'on est bien à 10, 15 baguettes près et on fait pas des trucs à 50 baguettes qui partent à la poubelle le soir. Voilà. C'est des exemples avec les données, on peut le faire sans investir plus que 3 minutes à regarder les statistiques. Merci beaucoup, Erwan. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas à nous les poser. Dans tous les cas, on se tient disponible pour vous individuellement ou ensemble pour répondre à vos questions de manière différente ou individualisée, etc. Il n'y a aucun problème, avec plaisir. D'ailleurs, si on est là, c'est pour ça. Vous allez recevoir à la suite de ce webinaire une enquête de satisfaction en fait, pour savoir comment vous avez trouvé plus ou moins pertinent ce qu'on a dit, le format, etc. Ça nous permet toujours à tous de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer. Vous pouvez répondre directement sur ce mail en disant voilà, moi j'ai une question. Dans tous les cas, on coordonnera en fonction de l'expertise de chacun pour que la bonne personne de nous trois, un de nous trois puisse vous répondre effectivement le plus clairement possible et puisse répondre à vos attentes, tout simplement. On essaiera d'envoyer nos coordonnées aussi peut-être, non, dans le mail. Ouais, après, oui, on renverra un emailing avec l'ensemble de nos coordonnées. Et voilà, on se tient bien sûr à votre entière disposition. On va renouveler ce type de webinaire tous les trois pour pouvoir justement aborder peut-être maintenant des sujets un peu plus en détail. Là, le but, c'était vraiment de faire un chapeau sur le contexte et de voir voilà, notre ressenti, la réalité, parce que c'est pas qu'un ressenti, c'est la réalité de ce qu'on peut voir sur le terrain et la manière dont on arrive à y répondre en fait à ces problématiques. Et ce qu'on voit, et effectivement, il y a des troncs communs, comme on l'a vu tout au long de ce webinaire. Il n'y a pas de questions. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est ça. On a saoulé tout le monde. Chacun va donner le mot de la fin. Géraldine, on commence par toi. Ouais, moi j'aime bien rappeler un petit outil qui est parce qu'on est quand même sur une conjoncture qui est un peu dure, qui est pas un peu dure, qui est extrêmement angoissante et qui est anxiogène. Donc c'est vraiment rappeler que il y a ce fameux cercle de préoccupation. Je suis préoccupée par l'inflation, par la crise en Ukraine, par le Covid, par les gilets jaunes etc. Maintenant, est-ce que j'ai une influence sur ce cercle-là et sur tous ces sujets? Probablement pas à notre niveau. Et donc, il y a ce fameux cercle d'influence qui est beaucoup plus petit et sur lequel on est acteur. Et je vous invite vraiment à réfléchir et à se dire, là, en fait, j'ai, comme on a vu, des ressources, j'ai des liens, j'ai des partenaires, j'ai un comptable, j'ai des fournisseurs qui m'accompagnent. Et avec eux, on peut construire et on peut être partenaire. Avec mes équipes, je peux les emmener probablement plus loin si je leur donne de la vision. Donc, c'est vraiment concentrez-vous sur quoi vous avez vraiment de l'influence. Et puis, là où vous avez une ressource, c'est en lien avec notre métier, la formation, et en lien avec Erwan, c'est que vous avez aussi un droit à la formation. Vous cotisez tous probablement à l'OPOP, au FAFCA. Donc, ne laissez pas l'enveloppe budgétaire de la formation à vos concurrents. Prenez soin de faire grandir vos équipes pour faire grandir votre entreprise. Voilà, c'est mon petit mot de la fin. Ah ouais. Merci.
Ouais, et ben moi je reviens sur les deux points. Alors l'énergie, il faut absolument se préoccuper du renouvellement. Donc prenez le temps de contacter les différents opérateurs, contactez aussi des courtiers. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'appels téléphoniques. Mes clients m'ont reporté que voilà, on était assez dérangés. Bon voilà, il existe des courtiers connus sur la place, etc. Moi, des courtiers que je connais un petit peu, ils ont des offres, par exemple avec EDF, que EDF ne vous fait pas. C'est le cas un peu débile, mais je suis désolé de dire le mot, mais c'est-à-dire que bon, en passant par un courtier, vous allez avoir un meilleur tarif. Donc soyez attentifs, soyez attentifs, ça c'est important, et commencez dès à présent à évaluer l'impact que ça aura sur vos tarifs pour augmenter vos tarifs même avant d'avoir eu votre nouvelle facture, de manière à être voilà, prêt, armé, avoir pu anticiper, gérer peut-être une petite opération commerciale, vous augmentez vos prix, mais vous faites peut-être un petit quelque chose pendant quelques semaines pour que la clientèle s'habitue. Voilà, il y a chacun sa formule, mais ça c'est important. Donc l'énergie, ça doit être un sujet, même si vous avez l'impression que c'est que janvier ou février 2024, il faut s'en occuper parce que en hiver, c'est pas le bon moment. Et puis un petit peu comme Géraldine pour les prix de revient et vos marges, vous pouvez influer évidemment sur tous les prix. Mais moi, si vous devez commencer quelque chose, le bon conseil, c'est prendre vos meilleures ventes. Vous prenez les 10 meilleurs, les 10 produits que vous vendez en plus grande quantité et vous devez maîtriser parfaitement la marge de ces 10 produits. C'est ceux qui vous font la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut absolument que vous soyez sûr et certain de la marge de ces produits. Et s'il y a des marges trop basses, vous devez absolument changer le prix. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'autres possibilités. Donc, démarrez tranquillement, faites les choses étape par étape, évitez les augmentations sur un coup de tête. Alors, j'en vois encore, donc je me permets de le dire, des 1 euro de plus sur toute la pâtisserie parce que on est en colère. Bon, c'est pas logique et c'est pas raisonné. Ou éviter les augmentations en fonction du voisin aussi. C'est pas parce que le voisin a augmenté qu'il a augmenté au bon prix, au bon endroit. Ouais, il y a aussi la même qualité que vous, hein, aussi. Et voilà, si mon client vient chez moi, c'est pas parce que ma baguette est à tel prix, pas en boulangerie. Et je pense qu'on a cette chance. Oui, ça impacte, hein, clairement, mais pas que. Moi, ça serait le mot de la fin, ça serait vous avez beaucoup de choses à disposition en général, et je me rends compte sur beaucoup de mes clients qui n'utilisent pas à 100% la solution qu'ils ont achetée. Avec votre fournisseur ici, que ce soit mes clients ou des clients de solutions d'encaissement et de gestion, surtout, faites le point, l'inventaire de tout ce que vous avez dans votre solution et optimisez-la. C'est fait pour automatiser, justement. Automatiser, c'est du gain de temps, c'est de la sécurisation de vos données, la sécurisation de la donnée finale, et c'est surtout de la data. Plus vous avez d'éléments dans un système, plus vous pouvez l'exploiter. Si vous ne renseignez pas vos systèmes, si vous ne le nourrissez pas, il n'y a rien à exploiter. Donc, mon conseil, c'est refaites le point sur l'ensemble des modules que vous avez achetés avant de réinvestir dans quelque chose à côté, de compléments voilà, qui vous serviront, si vous exploitez votre système, qui vous serviront peut-être pas à grand chose. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà, moi, c'est mon conseil du jour. Merci. Voilà. Merci à tous hein, pour de beaux conseils. Le webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence. Encore une fois, Géraldine, Erwan et moi-même, nous tenons à votre disposition, individuellement ou ensemble, pour répondre à vos questions, à vos problématiques. On se fera un plaisir de se retrouver lors d'un prochain webinaire ou autre réunion en plénière, pourquoi pas. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Encore merci pour votre présence. À très bientôt. Bonne journée à tous.